Peut-on tout réussir dans la vie et ne pas être heureux? Mon invité du jour a un parcours hors du commun. Sportif de haut niveau marqué par une expérience de mort imminente à l'âge de 17 ans, il devient à 34 PDG d'une multinationale pour finalement changer totalement de vie. Abonnez-vous pour continuer à explorer ensemble l'invisible. Je suis Marie-Louise et vous êtes sur la spiritualité pour tous. Bonjour Eric, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu Eric? Bonjour Marie-Louise, oui, bah, ça va bien et content d'être avec toi pour ce moment de partage. Exactement. Alors Eric, tu as une vie qui est absolument passionnante. Tu as vu beaucoup de choses et tu as surtout vécu une expérience de mort imminente. Et on va parler de tout ça. On va parler de cette expérience qui t'a transformé, de comment tu l'as intégrée, parce que c'est souvent difficile suivant les personnes qui vivent ce genre de choses. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu fais? S'il y a des choses à raconter, évidemment, si ça te convient, évidemment, se dérouler. Oui, ça me convient. Après, la chose, c'est que on parle beaucoup hein, de mort imminente, de EMI, NDE, suivant anglo-saxon ou français. Peut-être le piège que j'entends communément, c'est que il faut pas en faire un étendard et c'est pas ni un sentiment de supériorité pour ceux qui en ont fait, ni une garantie d'être des gens bien pour autant. Voilà, j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que ça devient une mode sur les réseaux sociaux, on nous en parle tout le temps et moi, c'est vraiment une magnifique expérience et je la partagerai une fois de plus bien volontiers avec toi et tous tes auditeurs. Mais voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas fait de NDE qu'on peut pas être des gens bien et qu'on peut pas avancer très loin sur le chemin ou avoir plein de capacités et de facultés pour aider les autres, quoi. Voilà. Je peux me permettre de dire ça. C'est pas une entrée des plus positives, mais je crois que c'est très important. Mais non, tu as raison, c'est important. Et moi, je pose toujours toujours cette question aux gens qui ont fait l'expérience, mais plutôt après. C'est un peu à titre préventif. C'est est-ce que les discours sont souvent beaux, hein, les expériences, les retours sont assez positifs. Alors, il y en a qui vivent des choses terribles, mais malheureusement, on parle pas beaucoup. Et moi, je me suis toujours posé cette question, c'est est-ce que ces discours, ces récits ne peuvent pas inciter des gens qui ne vont pas bien à sauter le pas. Donc là aussi, c'est pas une entrée en matière très positive, mais c'est des questions qu'on peut être amené à se poser. Et la première à qui je l'ai posée, c'est Nicole Dron, et je savais pas trop comment faire. Et elle m'a dit, mais tu sais, mon mari me disait avant chaque conférence, avant chaque intervention, fais attention parce qu'il y a des gens fragiles et il ne faut pas les inciter. Oui, oui, bah oui, bravo, bravo. Et c'est vrai que comment on pourrait dire, cet NDE dont on va parler m'a enlevé la peur de la mort, mais m'a surtout donné le goût de la vie. Donc voilà, pour moi, je suis rassuré. Le jour où je mourrai, quand mon heure viendra, il y aura pas de souci et je pense pas tellement de crispation. Mais en attendant, ce que j'ai bien compris, c'est que ma vie, elle est ici. Et donc, je dois vivre les choses pleinement ici avant d'aller sur d'autres plans. Donc voilà, c'est surtout ça. Donc, pas de peur de la mort, mais bien envie de vivre. Et je pense que, encore une fois, je vais vraiment pas blâmer les gens qui se suicident parce qu'il y a un trop plein, parce que on est malheureux, parce qu'on trouve pas de solution, etc. Mais hélas, pour moi qui crois aux vies passées, aux vies futures et donc au karma, ce qu'on aura fui, on y aura droit à une vie supplémentaire. Donc, il vaut mieux essayer de régler au maximum et dépasser les schémas blessés dès cette vie-ci et pas attendre la suivante. Donc voilà, ça c'est un conseil que je dirais d'amis. Résolvons les problèmes avant de partir ailleurs, quoi. Je crois. Mais après, vraiment, je ne blâme pas. Il y a des fois, les gens n'en peuvent plus voilà, vraiment, je leur envoie plein de compassion et d'empathie parce que ça doit être terrible pour arriver à des choix pareils, quoi. Voilà. Complètement. Alors allons dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter ton EMI, la mettre dans le contexte et nous raconter ce que tu en as retenu, ce que tu as vécu, ce que tu as vu? Donc d'abord le vécu, on est le 21 août 1985, donc j'ai 17 ans, je viens juste d'avoir 17 ans. Je ne pense qu'au sport, le ski et l'escalade, vraiment en ayant des espoirs de haut niveau et je suis en train de faire l'escalade dans le sud de la France avec 2 copains.
c'est le dernier jour d'un cycle, je ne me rappelle plus, c'est 10 ou 15 jours d'escalade qu'on avait fait. Et c'était le dernier jour avant de rentrer. Et j'avais pas envie de grimper ce jour-là. J'avais atteint mes objectifs. Donc je me disais non, bah, c'est bon, je m'arrête sur ce que j'ai réussi. Et puis les copains m'ont dit ah ben on a envie d'aller faire une voie particulière qui était ce qu'on appelle une voie en surplomb. C'est-à-dire que c'est un toit et on grimpe dessous. Donc c'est là c'était pas spécialement difficile, mais c'était très esthétique parce qu'on est dans le vide. Enfin c'est quelque chose de joli. Donc je leur dis bon je vous accompagne et je vous regarderai grimper, mais voilà c'était pas très dur. Je vous laisse faire. Il y a diverses pérégrinations qui font que celui qui voulait grimper en premier n'y arrive pas, c'est le deuxième qui y va, etc., qui installe les cordes. Et puis une fois que les cordes sont installées, bah, les deux copains me proposent, me disent, bah, tu voudrais quand même pas grimper puisque tout est là. Et moi, j'ai dans ma tête une lampe rouge allumée, mais vraiment, qui me dit, n'y va pas. Je n'écoute pas ma lampe rouge et je grimpe et je passe donc le passage en surplomb, je suis un peu au-dessus et la fin de la voie était encore moins difficile, elle était surtout pleine de terre, elle était vraiment pas d'intérêt. Donc je commence à redescendre sans être allé au sommet vérifier comment l'ancrage avait été installé. Et le copain qui a installé l'ancrage avait fait une grosse bêtise, quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et donc, quand je redescends, l'amarrage au sommet casse. Donc, voilà. Donc, je me retrouve ben, tombé dans le vide, alors d'environ 18 mètres. Voilà, c'est difficile à estimer la hauteur, mais ouais, ça fait haut. Et je tombe, heureusement, comme la paroi était en surplomb, je suis debout dans mon baudrier. C'est-à-dire que je ne suis pas horizontal, mais je suis vertical, ce qui me permet de tomber sur les pieds, enfin, sur un pied qui va exploser, puisque je vais avoir, je crois, 15 fractures à peu près à ce pied-là. Et ensuite, je roule dans le ravin, voilà, en dessous, dans les rochers. Enfin, vraiment, ouais, c'était pas terrible. Et quand mon corps s'arrête, moi, je me sens aspiré dans une colonne ronde de lumière lumineuse. Donc, je me sens remonté dans quelque chose qui est très agréable. Souvent, on me pose la question quelle est l'atmosphère ou l'ambiance. C'était très plaisant. Je sens quelque chose de très cocooning, vraiment très agréable. Je monte, alors d'une hauteur, c'est dire difficile d'évaluer, mais peut-être 30, 40, 50 mètres, je ne sais pas exactement. Et là, je me retrouve en dessous, un peu au-dessus de moi, il y a mon arrière-grand-mère qui est là. J'ai réalisé après que cette arrière-grand-mère était la seule personne décédée que j'avais bien connue dans ma vie. Voilà, c'est normal qu'à 17 ans, je n'avais pas connu plein de gens décédés. Et elle s'occupait beaucoup de moi quand j'étais petit, donc j'étais un peu surpris de la voir là. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Alors on se parle, on dirait en télépathie aujourd'hui, donc il y a pas, je n'ai pas souvenir de bouger la bouche, on arrive à se comprendre. Donc je lui demande ce qui se passe, elle me dit, mais c'est fini. Je lui dis, mais qu'est-ce qui est fini? Elle me dit, ben regarde en bas, et là je regarde en bas, je vois mon corps allongé, je vois les deux copains qui arrivent en courant vers le corps, je vois un autre monsieur que je ne connaissais pas qui arrive aussi et qui repart. Ça, c'était intéressant parce que certaines personnes disent les NDE ça n'existe pas ou c'est juste une vue de l'esprit. Bon, bah là, je peux décrire des choses que j'ai vues Mmh. alors que mon corps avait les yeux fermés. Bon, ça ne constitue pas une preuve, mais voilà, pour moi, ça renforce ma foi dans cette aventure-là. Donc voilà, ma grand-mère dit c'est fini, je regarde en bas, je vois mon corps, je vois ses copains et ses mouvements. Et je lui dis non, non, j'ai plein de choses à faire. Je pense à ma sœur, mes parents, à ma famille. Et puis c'est comme si j'ai une projection du futur. On parle souvent qu'au moment de la mort, on voit notre passé. Là, moi, c'était plus un futur. Je ne peux pas vous dire, j'ai vu que telle date qui se passerait ça, mais c'est comme si je vois qu'il y a plein de choses à faire. Je dois faire des choses encore par la suite. Mmh. Et donc, Ouais, je c'est pas lui la dis, fin. non, non, et non, voilà, c'est un peu ça. Je dis, ben non, il faut que je reparte, que je redescende. Elle me dit, il n'y a pas de problème, on a toujours le choix. Elle me dit ça. Alors des fois en conférence, les gens n'apprécient pas parce qu'ils me disent bah oui, mais mon mari ou une connaissance que j'ai, il n'a pas eu le choix, l'accident était terrible. Je dis je peux pas dire que autre chose que voilà ce qu'on m'a dit. On a toujours le choix. Et j'ai senti qu'à ce moment-là, j'ai eu le choix. J'avais le choix de partir ou de revenir. Et puis donc j'ai dit bah je repars. Et là je me suis ressenti tomber à nouveau, la deuxième de la journée en blaguant un peu, tomber dans mon corps. Et là mon corps a eu une forme de soubresaut. J'ai ouvert les yeux et j'ai dit j'ai mal, ce qui était un peu logique puisque j'avais 21 fractures, dont 5 vertèbres, le bassin, et 15 fractures aux pieds, puis des plaies partout. Enfin bon, c'était pas terrible. Donc effectivement, j'étais mieux de l'autre côté.
mais ou dans Mmh. cet entre-monde. Mais évidemment, j'ai aucun regret d'être revenu, hein, ça c'est certain. Mais sur le moment, c'était effectivement très très douloureux, quoi. Puis après, ça a été une aventure parce que les hélicoptères ont pas pu venir me chercher parce qu'ils étaient allés chercher des gens qui étaient apparemment en basket sur les glaciers, donc ils n'étaient pas disponibles. Donc les pompiers sont venus me chercher, ils ont percé le matelas coquille en installant. J'ai entendu très clairement la femme médecin qui était là dire mais emmenez-le, de toute façon, il sera paralysé, mais au moins il vivra. Donc c'était Ah ouais, encourageant. bon, oui. Et puis Oui, après, ils m'ont mais trimballé. Enfin voilà. Bon, bref, c'était une aventure. Puis après, on a fait, je sais plus, moi, 1 heure de camionnette de pompiers pour aller jusqu'à l'hôpital. Enfin, c'était vraiment terrible. J'avais vraiment mal. Mais c'est voilà, c'est une aventure de ma vie et comme je dis régulièrement, j'ai aucun regret. C'est-à-dire, si c'était à refaire, je ferais autrement, hein, évidemment, hein. Cet accident d'escalade, c'était pas agréable, mais j'ai pas de regrets parce que ça a été un grand cadeau, dans ma vie, puisque contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça m'a pas donné le goût de la mort, mais ça m'a vraiment, fait réaliser que la vie, c'était précieux, que je la gâchais un peu en étant un peu tête brûlée, en faisant pas toujours attention, j'étais même un peu sûrement arrogant. La vie réussissait plutôt bien dans le sport, les études, les filles, et cetera. Ça m'a mis, du plomb dans la tête et c'est un vrai cadeau. Ça a été un vrai cadeau. mmh, Même si après, effectivement, l'hospitalisation qui s'est faite assez vite, et puis après la rééducation, et cetera, ça a été un éprouvant. long Mais chemin, voilà. oui. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, mais je Alors me plains pas. je voudrais revenir sur, Ouais. cette histoire de choix où ça tu dis que ça plaît pas toujours en conférence, mais toi, tu as eu le choix 2 fois. Parce que le premier choix que tu as eu, c'est quand tu as eu la loupiote rouge qui te disait de pas y aller. Donc là, tu y vas et quand ton arrière-grand-mère donc là, tu te positionnes, mais le choix, tu l'as pas eu une fois, tu On l'as peut eu dire 2 ça, fois. oui, on peut dire. Oui, c'est vrai, tu as raison. Maintenant, par contre, depuis cette date-là, quand j'ai une lampe rouge allumée, bon, je j'ai pas ça tous les jours, hein, mais de temps en temps, c'est arrivé, 1 ou 2 autres fois. Là, par contre, j'ai écouté la lampe rouge, hein. Ouais, tu Je joues ne plus. suis non, non, je ne joue plus. Puis alors maintenant, avec ma forme physique, si je retombais, de la même façon, je pense que le résultat, serait pas extraordinaire. Non, mais blague à part, voilà, donc j'y fais attention. Mais oui, c'est vrai, tu as raison. Mais encore une fois, j'ai pas de regrets. J'ai bien fait finalement d'y aller parce que ça m'a fait grandir, parce que, tu vois, oui, même encore aujourd'hui, ça m'a apporté quelque chose. Mmh. Mmh. Mais à 17 ans, quand tu tombes, tu parles rapidement où tu t'es aspiré dans une lumière et Oui, dans un état de bien-être. Est-ce que oui. tu sens la douleur ou tu es complètement coupé de tout ça? Ah non, je suis complètement coupé des douleurs du corps là, non, vraiment. C'est quelque chose qui est complètement extérieur à moi. C'est vraiment quand je redescends dans le corps et que je retombe dans le corps, là oui, là par contre, là j'ai vraiment d'ailleurs mes premiers mots c'était: «J'ai mal» et oui, là j'avais vraiment mal, partout là, ça c'est sûr que c'était terrible. Mais coupé du corps, non, c'était, très agréable, oui. C'était très agréable, Mmh. pour moi, c'est un état de conscience. En fait, j'étais, mon âme, j'étais pas le petit Le personnage corps. avec son corps, Ouais. j'étais mon âme et donc l'âme, elle va très bien, l'âme. Oui, exactement et donc quand tu reviens à toi, donc oui: «Aïe, j'ai mal et pour cause», heu, donc c'est intéressant quand même comment tu es pris en charge, rien n'allait en ta faveur. Ah ouais, vraiment, vraiment, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Il y a même une anecdote puisqu'ils m'ont à l'hôpital, alors je vais pas donner le nom de l'hôpital parce que je voudrais pas leur faire du mal. Ils ont Mmh. été, par ailleurs, il y a eu plein de gens sympas, mais ils m'ont oublié aussi dans une salle aux urgences. Enfin, c'est un truc un peu bizarre. Ils m'ont fait des examens, des échographies et cetera parce que j'urinais du sang. Enfin, ils avaient peur qu'il y ait des organes internes touchés aussi il y a un moment donné, le temps était long, j'attendais et c'est quand mes camarades sont arrivés à l'hôpital en disant: «Il est où?» Ils ont dit: «Hop là, oups, on l'a Mmh. oublié» et donc ils m'avaient laissé dans une pièce, bon j'étais pas en plus en danger, de mort là, il y avait pas Bien de sûr. voilà, mais bon, c'était terrible, oui. Ouais, vraiment. Oui, mais on voit bien que c'est pas fluide quand tu Non, non, rev non, 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 non c'est et jusqu'au bout, même la blague à part, c'est qu'ils m'installent, donc avec, mes 5 vertèbres fracturées qui sont, 4 lombaires et la dernière dorsale, et ils me mettent une planche sous le lit pour que je dorme à plat et cetera. Je suis installé comme ça et au bout d'1 ou 2 jours, je dis: «Mais la douleur, elle est intenable». Mais tout le monde me dit: «Bah oui, mais c'est normal». Je dis: «Mais je sens qu'il y a un truc qui va pas au milieu du dos» et mon père qui est guide d'haute montagne et qui était venu me voir,
regarde la planche, il me dit: «Oh punaise!» En fait, ils avaient pas une grande planche, ils en avaient mis 2 qui avaient pas la même épaisseur et le décalage était exactement où j'avais les fractures. Donc ça a été Ah ouais. ah mais ça a été de A à Z. Ensuite, ils m'ont transféré au bout de 4, 5, 6 jours, je me rappelle plus exactement, vers l'hôpital de Chambéry en Savoie pour que je sois plus près de ma famille et qu'ils puissent venir me voir plus facilement. Et quand on est parti de l'hôpital, j'étais étonné parce qu'ils m'avaient mis un corset dans l'ambulance, mais qui me tenait pas le haut du corps. Et au bout Mmh. d'un moment, la route prenait des petits virages, et cetera. Et moi, je me sentais à nouveau ballonné ou ballotté plutôt sur le lit. Et je leur dis aux ambulanciers, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je suis pas tenu en haut? Ils me disent, ben, vous avez des fractures des côtes, donc on n'a pas serré le corset. Je dis, mais non, c'est pas des côtes que j'ai des fractures, c'est des vertèbres en bas du corps. Et donc là, je vais pas supporter le voyage, quoi. Je vais y laisser vraiment ma santé. Donc, enfin, ouais, ça a été assez incroyable. Voilà, des gaffes sur Ah ouais. gaffes, mais bon, voilà, Oui, mais c'est on la vie. tu là aujourd'hui. Oui, mais Oui, oui, ça a été j'allais dire c'est marrant. Non, pas du tout, parce que je pense que toi tu ne ris pas, mais c'est aujourd'hui, absolument on peut pas en rire. Oui, 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 oui. voilà. Mais c'est vrai que c'est pas fluide Ah non, et non. puis il faut remettre dans le contexte. Tu as 17 ans, est-ce que tu te rends compte est-ce qu'il a été dit que tu as été alors c'est des expressions qu'on peut entendre, mais miraculé parce que 18 mètres, comme tu Oui, dis, oui. on n'imagine même pas la chute tellement c'est inconcevable. Alors oui, 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 clairement, puisque 18 mètres environ, ça fait le 7e étage d'un immeuble, hein, on le voit. Mais bon, à l'époque, j'étais, sportif de haut niveau, je me préparais à du sport professionnel, donc j'avais le corps, complètement musclé et ça m'a sauvé. C'est-à-dire qu'au lieu de m'écraser en bas, mon corps a tenu, l'escalade permet de bien muscler le dos et là aussi, on m'a dit que les muscles du dos avaient tenu finalement les vertèbres, l'une contre l'autre, voilà. Après, le côté miraculeux aussi, ça a été dans la vitesse de récupération, en tout cas, puisque de mémoire, au bout de 2 semaines, j'étais déjà rentré à la maison après l'accident. Et puis ensuite, au bout d'un mois, on m'avait enlevé les plâtres. Enfin, là, par contre, ça s'est fait très très vite et ça, c'était chouette, quoi. C'était chouette. Et ça, après, j'ai compris ce qui s'était aussi passé sur ce plan-là, quoi. Voilà. Mmh. Et alors, est-ce que tu comprends, tu le dis, tu as 17 ans, grand sportif, tout te réussit, les études, le sport, les nanas. Est-ce que tu prends conscience, est-ce que cette expérience est-ce que cette rencontre avec ton arrière-grand-mère, elle a un impact sur toi direct? Est-ce que tu comprends ce qui s'est passé ou pas? Pas bien, non, enfin, je comprends, mais c'est pas mon intérêt à ce moment-là. Mon intérêt, après l'accident, c'est uniquement, est-ce que je vais retrouver la forme physique? Est-ce que je vais pouvoir à nouveau skier à fond, reprendre l'escalade? Donc ma préoccupation, elle est purement, ou essentiellement, physique, physiologique. Elle est orientée, complètement vers ça. D'ailleurs, mon expérience de mort imminente, j'en parle un tout petit peu au début, puis après, voilà, c'est quelque chose que je stocke dans ma mémoire. Mais pour des années, j'y pense pas plus que ça, quoi. Voilà, c'est par la suite quand je décide d'un nouveau changement de vie, on en parlera après, où je commence à faire un travail personnel et où je commence à réaliser un peu plus ce qui s'est passé et puis aussi ce que ça a pu peut-être éveiller Mmh. en moi, en fait. Voilà. Mais sur le moment ou peu après, mon obsession, c'est revenir dans le sport, c'est retourner au lycée, c'est Oui. voilà. Non, mais après, voilà, il y a le contexte qui veut ça, c'est que, j'allais dire, tu t'en fous pas, c'est pas forcément le terme, mais Si, mais un c'est petit pas peu, du un petit peu. oui, voilà et non, mais c'est peut-être ça aussi qui t'a permis de te rétablir et de reprendre aussi le cours de ta vie et tu en parles autour de toi ou Très peu, non vraiment, très peu, j'ai dû en parler, un peu à l'hôpital et puis, à l'époque, on n'en parlait pas tellement, c'était pas comme aujourd'hui. Des années après, par contre, j'ai pu lire, le livre du docteur Boudis, là, La vie après la vie, je crois que ça s'appelle comme ça et oui. qui était chouette mais ça, je l'ai lu, peut-être, 20 ans après ou 15 ans après et ça, j'avais bien aimé parce que, bah, ça m'a fait du bien puisque ça racontait un peu ce que j'avais vécu avec des formes différentes puisque c'était à l'hôpital et cetera. Mais c'était, ouais, ça m'a fait du bien et surtout ça m'a conforté dans le fait que j'avais pas halluciné et que c'était, voilà, une expérience que j'avais vraiment vécue et mais sur le moment, j'en ai parlé, peut-être une, deux, Mmh. 3 fois, j'ai redemandé ma mère se rappelait de ça, que j'avais parlé de ça.
Mon père, je crois pas qu'il se rappelle tellement, ni ma sœur, enfin, tu vois? C'est pas, ça a pas non plus marqué les gens. Mais c'est vrai que l'orientation au début, elle est vraiment plus orientée, est-ce que le corps va récupérer? On se demandait si je pourrais remarcher, enfin, tu vois? Il y a des choses comme ça qui préoccupaient plus que l'aspect, spirituel, tu vois? Voilà. Oui, mais ça, je comprends. Et pour finir sur l'expérience en elle-même, donc tu vois ton arrière-grand-mère, donc c'est très intéressant ta façon de l'amener, c'est que tu l'as connue. Donc c'est Oui, facile pour toi de la reconnaître. oui. Donc elle te dit: «C'est fini», toi tu as pas envie, donc finalement tu as le choix. Tu vois que ton arrière-grand-mère ou tu ressens d'autres choses? Est-ce que tu Non, je vois que mon arrière-grand-mère. Par contre, ressentir, mais vraiment, je me sens dans une sorte de cocon. Je le vois pas physiquement, il y a rien, mais vraiment, je me sens aimé, je me sens, entouré, protégé. Enfin, ouais, je me sens bien. Je suis dans un espace qui est très lumineux, mais une lumière, oui, paisible, constructive. Ouais, c'était. Mais je ne vois pas d'autres êtres. Et une question qu'on me pose aussi de temps en temps, c'est que je la vois sous la forme dont je me rappelais d'elle. mmh, C'est-à-dire qu'après réflexion aujourd'hui, je me dis, c'est sûrement elle sous forme énergétique, mais mon cerveau l'a traduit dans la vision que j'avais d'elle, quand elle s'occupait de moi. Donc une femme âgée, qui avait peut-être 80 ans, tu vois? Quand elle est décédée, je ne me rappelle plus bien et je la revois comme ça, mais je pense que c'est pas comme ça qu'elle vit sur d'autres plans, oui, je mais comprends. c'est comme ça que je l'ai traduit dans ma mémoire quelque part, tu vois? Voilà. Mmh, complètement. Mais c'est Mmh. très intéressant et puis on le voit, hein, au détour des expériences de chacun, parce que des fois je lis: «Ben non, c'est faux, c'est pas une EMI», mais en fait, tu l'as dit, c'est très difficile à prouver et moi j'estime qu'on n'a pas à juger de l'expérience d'une personne. Toi, Oui, tu oui, vois tout à ça, fait. c'est soit je t'écoute, parce que ça m'intéresse et ça me va, soit c'est pas le cas et je n'écoute pas. Mais Tout à fait. chacun ses expériences et on se rend compte que plus de gens osent prendre la parole, et beh, plus on se rend compte que les récits, sont pas exactement les mêmes Tout à fait. et c'est unique et toi et puis toi, il y a cette sensation où parce que tu as aussi 17 ans, donc j'ai l'impression que le discours, il est adapté aussi à toi. C'est fini, Sûrement, non, j'ai pas envie, OK, tu as le choix et en tout fait, à fait. c'est beau parce que c'est simple et donc tu l'as dit, un retour très compliqué dans le corps, plein d'aléas, médicaux, mais bon, qui font partie de la vie. Tu vas Oui, mieux, tu rentres chez toi et là, la rééducation se fait très bien et toi, tu oui, as qu'une obsession, c'est, bah, de reprendre le cours de ta vie. oui, oui, tout à fait, oui, oui, de retourner, sur les skis, de retourner faire de l'escalade. Alors, pour l'anecdote, alors j'ai retrouvé il y a pas longtemps sur des notes que j'avais prises à l'époque, peut-être 2 mois après, mon père m'emmène faire de l'escalade. Alors, le but étant pas de grimper, mais plutôt de me remettre, dans des En scène. cordes, tenues et cetera et j'ai vraiment, la semaine prochaine, je donne un stage où on va travailler pas la semaine prochaine, cette semaine, je donne un stage où on va travailler sur la peur. Là, je peux dire qu'en termes de peur, j'ai dû dépasser quelque chose qui était, au maximum du possible parce que le fait de me remettre sur une corde avec pourtant très, très peu de vide en dessous de moi, mon père avait doublé toutes les sécurités, enfin absolument aucun risque n'était pris, mais de refaire confiance à une corde dans un baudrier, alors que 2 mois à peu près avant, on je suis tombé dans ces circonstances, ça a demandé un effort, mais alors, colossal d'arriver à dépasser ça. Mais c'était plus possible. C'est mon père qui avait un peu poussé, il avait bien raison, je faisais des cauchemars toutes les nuits, je retombais, je me réveillais en sursaut, enfin j'étais pas bien. Donc c'est un moment, il fallait aller affronter cette peur et c'est vrai que ça a été une expérience dont vraiment je me rappelle la voie d'escalade où on était, et encore une fois, il y avait aucun risque, il y avait très peu de vide, hein. J'étais à 3 ou 4 mètres de haut simplement, mais il fallait dépasser ça et c'était terrifiant. Donc ça a été vraiment une expérience, difficile, mais d'où l'importance aussi, à un moment donné, de réaffronter ses peurs pour essayer de les dépasser aussi. Voilà, parce qu'après je t'ai Oui et libéré. là oui et là de bon, tu l'as fait, grâce à ton papa qui insiste beaucoup parce qu'il doit souffrir quand même de te voir dans cet état et en plus Sûrement. tu l'as dit, tout à l'heure, c'est aussi son métier donc Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Mais il fallait pas retomber une deuxième fois là, c'était ah vraiment, non, ça là je c'est crois que là clair. sinon le traumatisme aurait été, définitif quoi, voilà, vraiment. Mais Ah c'était mais ouais, c'était complètement. mmh, Et donc toi, Eric, tu as plusieurs particularités évidemment, mais moi, il y en a 2 qu'on va aborder aujourd'hui. On en a abordé une qui est ton expérience de mort imminente et l'autre, singularité, moi, qui m'a tout de suite, interpellée, c'est que tu as fait un changement de carrière, considérable. Tu es à la tête d'une très grande entreprise qu'on ne citera pas
et tu décides de revoir toute ta vie et de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, une forme de reconversion, enfin, c'est pas une forme, c'est une reconversion spirituelle et tu l'as un peu dit, en fait, ton à demi-mot, ton expérience de mort imminente, elle te revient quand tu prends une grande décision dans ta vie. Est-ce que tu peux nous parler de toutes ces parties de toi? Oui, alors je vais reprendre un peu justement après l'accident, effectivement, bah, je reprends mes études, il y a pas le choix. À l'époque, je voulais arrêter mes études, mais là, j'ai plus le choix. Mon corps me permet pas de faire autre chose pendant un moment, puis je reprends le sport à fond et puis arrivé à 21-22 ans, bon, on me dit que si je continue, à faire, tout ça à fond, ben, j'aurais du mal dans mon corps à 35 ou 40 ans. Donc, je me dis: «Bon, il faut peut-être se reconvertir» et le système, français scolaire qui est parfois décrié a aussi des bons côtés et donc quand on a été, sportif de haut niveau ou professionnel, on a accès à des concours particuliers dans des grandes écoles et c'est comme ça que je peux intégrer, l'École supérieure de commerce de Paris, donc qui est avec HEC et l'ESSEC les 3 meilleures, sont les 3 meilleures écoles françaises de business. Puis ensuite, je fais une carrière, dans l'audit financier parce qu'il faut que j'apprenne ce que sont les entreprises. Et puis un jour, on me repère, dans un grand groupe et où on me demande d'être contrôleur financier adjoint d'une division qui fait à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, j'ai 27 ans. Puis on m'envoie dans une division, en Suisse comme directeur administratif et financier. Je passe les détails, très vite, puisqu'à 34 ans, je suis nommé PDG de cette, alors je dirais pas très grande entreprise, on va dire une grande, multinationale, en tout cas avec des usines sur 3 continents, et qui était vraiment quelque chose de très passionnant. États-Unis, Canada, donc il y avait, Belgique, France, Suisse, Chine et Japon comme usines principales. Donc c'était, ouais, c'était très intéressant vraiment. C'était passionnant, c'était multiculturel, enfin c'était chouette quoi, vraiment. C'était une belle expérience. Mais ce que j'explique, c'est que j'avais longtemps cru que le bonheur viendrait dans ma vie avec la réussite professionnelle. Or là, ben, à 34 ans, PDG, c'est magnifique, mais je vois que je suis pas plus heureux le lendemain de ma nomination que je ne l'étais la veille. Donc je commence à me dire, le bonheur va peut-être pas venir de ta réussite extérieure. Ensuite, il y a une deuxième expérience qui est que quand j'ai été nommé, mon ego a gonflé pendant exactement 7 jours. Donc c'est C'est normal. précis. Voilà, voilà. Mais c'est vraiment précis parce que je me rappelle exactement ma sensation de gonflement de moi-même là. Et ensuite, au bout de 7 jours exactement, il y a quelque chose qui se dégonfle en moi et il y a quelque chose qui dit en moi, maintenant que tu as le pouvoir, tu dois en faire un bon usage. Tu dois devenir une personne meilleure. Donc plus en termes de performance, comme j'avais toujours pensé, mais plutôt en termes de bonté. Et ça, c'est quelque chose qui me touche profondément. Et à ce moment-là, je me rappelle qu'effectivement, je m'étais dit que le but de ma vie, ça serait d'être heureux. Pas d'être le meilleur, le plus grand, le plus fort, le plus riche, mais d'être heureux. Et là, je me dis, est-ce que tu es heureux dans ce cheminement? Et je réalise que non, je ne suis pas malheureux, mais je ne suis pas heureux. Donc c'est là où je commence un travail personnel, où je m'y mets vraiment. J'avais commencé, c'est pas complètement vrai, à 20 ans, j'avais fait un travail avec une psy, une excellente personne, parce qu'après l'accident, j'avais vu que ça m'avait quand même traumatisé un peu plus que ce que je pensais. Au début, je m'étais dit, je suis grand, je suis fort, je vais m'en sortir tout seul. Ça m'avait fait beaucoup de bien et elle avait aussi semé des graines. Et donc, à ce moment-là, je décide d'avancer sur ce chemin vers moi et de commencer à accélérer le travail personnel, donc à réaliser des choses et à réaliser surtout et essentiellement que je ne m'aimais pas en fait, que la réussite extérieure que je recherchais, la reconnaissance que je cherchais chez les autres, l'admiration que je cherchais chez les autres, l'amour que je cherchais chez les femmes, c'était pour essayer de combler un manque d'amour de moi à moi et que tant que j'arriverai pas à m'aimer à peu près, je ne serai jamais heureux. Donc c'est là où ça démarre vraiment à fond. Et là, je me Ouais, mets vraiment. Mais ça, il y a un mot qui est très important, c'est le mot de performance parce que tu as un peu cette dynamique à 17 ans et on peut bien le sûr. comprendre, 17 ans et puis tu fais du sport Oui, oui, et donc c'est de la performance et ensuite et les hautes études et effectivement, il y a des passerelles, hein, pour les sportifs de haut niveau toujours parce qu'il y a beaucoup plus, de motivation et ça c'est donc toi, tu as accès à ça. 34 ans PDG, c'est quand même, tu dois pas être le seul dans le monde, mais ça reste, une ah, belle c'est rare, oui. performance. Non, non, Oui, non, non, voilà. c'est vraiment, c'est même encore plus exceptionnel que ce que j'ai fait dans le sport.
sauf si c'est l'entreprise de papa-maman, mais c'était pas le cas. Oui, mais Voilà. c'était pas le cas, Voilà. exactement. Et donc toi, tu as ces 7 jours où tu te sens gonflé d'ego Oui, et ça, c'est oui, assez ouais, vraiment, intéressant ouais. d'avoir la sensation physique et cette prise de conscience parce qu'effectivement là, tu étais censé avoir tout pour être heureux, bah, tout ce que tu as cherché, la réussite, la Tout à reconnaissance, fait, tout le à fait. statut social et l'argent qui va avec L'argent bien et sûr. là, tu as cette, ce recul qui est de dire: «Mais ça ne me rend pas heureux» et ça, c'est courageux, hein, quand même, hein, Eric? C'est ma plus grande fierté. Les gens me demandent, quelle est ma plus grande fierté dans ma vie. Je dis: «Bah, c'est cette prise de conscience et d'avoir, 2 ans après, à peu près, eu le courage de démissionner de tout pour, vraiment consacrer, avec la même, choix de performance cette fois, mais pour O une performance pour aller vers qui j'étais. Donc j'ai mis le même engagement dans la méditation, dans le travail personnel et cetera, par la suite quoi, vraiment. Mais oui, oui, c'est et ma plus grande fierté, c'est ça, c'est d'avoir renoncé à tout ça. Je me rappelle très bien d'une réflexion, quand j'ai démissionné, j'ai fait je faisais ma lettre de démission. J'avais 6 mois de préavis parce que c'est normal que dans des postes comme ça, on puisse pas partir, du jour au lendemain. Ça mettrait vraiment l'entreprise dans l'embarras et il y a quelque chose qui me dit: «Mais en fait, si j'attends 3 mois de plus, entre ma prime de fin d'année, j'avais des stock options qui devenaient ce qu'on appelle vested à l'époque, donc qui devenaient à mon bénéfice, plus les 3 mois de salaire, je crois que ça me faisait 80 000 €, donc on parle d'il y a 20 ans, de plus. 3 mois de travail pour 80 000 €. Donc c'est la tentation, elle y était et parce qu'à l'époque, malgré tout, ça se voyait 80 000 € dans mes comptes aussi, même si j'avais vraiment très bien gagné ma vie et je me dis: «Ah ouais, je peux peut-être attendre» et il y a quelque chose qui me dit: «Arrête, arrête, tu auras toujours des bonnes excuses pour repousser, ce choix, donc arrête. Démissionne et tant pis pour cet argent, fais confiance à la vie et vas-y» et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai obéi et je j'ai aucun regret, j'ai aucun regret. Mais moi, je trouve ça top d'aborder ce sujet parce que c'est souvent des questions qu'on peut avoir, en consultation, des gens qui osent pas partir, et comme tu dis, il y a bon, des fois, il y en a qui sont juste pas prêts et c'est pas grave, mais il y aura toujours une excuse pour rester, la prime de fin d'année, les vacances, les congés payés, le truc, le bidule et c'est vrai qu'on a tous un besoin de sécurité financière, Bien sûr, bien on sûr. on vit tous sur la même terre mais toi qui es dans cette, hyper sécurité parce que j'ose à peine imaginer les montants, beh, tu y vas parce que est-ce que là tu as eu le choix, tu pour le coup? Est-ce que tu as l'impression d'avoir eu le choix? J'ai eu le choix, mais ma conscience, me poussait absolument, quoi, me disait: «Oui, tu bien sûr, j'aurais pu continuer, mais c'était pas» et puis j'avais aussi un dégoût, de plus en plus du milieu des affaires, de ce que je voyais. Enfin, on demandait de visser la ceinture, de serrer les boulons pour pas trop dépenser vis-à-vis des salariés et cetera qui étaient là et moi je me rappelle vraiment la dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est, on m'invite les patrons des différentes divisions, on est invités à un séminaire de 5 jours en Jamaïque dans un hôtel de luxe, moi ça vraiment, ça me dégoûtait quoi. Je me disais: «Mais c'est pas possible». Il y a des employés qui, ont du mal à boucler les fins de mois, on dit: «Non, mais il faut qu'on fasse des économies au niveau de l'entreprise» et puis, nous les patrons nous invitent, les actionnaires nous invitent à ce genre de truc. Moi ça m'a vraiment, c'était la fin, c'était vraiment la goutte de trop, j'en pouvais plus quoi, voilà. Ou Ouais, je une anecdote que je prends voilà, que je prends souvent, on nous demande de serrer les boulons sur les augmentations de salaire, donc c'était 1 au niveau mondial, donc il fallait, maintenir à peu près ça, pour tout le monde et puis moi je vais à Paris, pour avoir mon augmentation de salaire et on me propose, je crois que c'était 7,7 d'augmentation et je dis: «Ah mais non, non, moi je non, c'est hors de question. Moi je veux 1 comme tous les salariés du groupe que je dirige». «Ah oui, mais t'inquiète pas, ils sauront pas». «Non, non, mais moi je le saurai. Moi je saurais que j'ai pas joué le jeu. Non, 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 moi je les vois tous les jours, je veux respecter». Et donc tout ça, ça m'a ouais, ça m'écœurait vraiment. Donc et je m'étais dit et ça c'est important, tu vois, pour revenir à ce que tu disais précédemment, c'est que l'argent devrait être une source de liberté. Or, il y a plein de ouais. gens qui sont esclaves de l'argent, c'est-à-dire qui en ont déjà bien. Je comprends tout à fait quand on n'en a pas, là on n'est pas dans l'argent, qui fait pas le bonheur, on est dans la survie et on a besoin d'un minimum pour vivre. Donc là vraiment je comprends tout à fait. Mais à partir d'un certain montant de revenus et de patrimoine, l'argent devrait devenir, une liberté et on ne devrait plus en être esclave en fait. Et souvent on est esclave, on veut toujours plus, on a besoin de toujours plus
Et vraiment à ce moment-là, je me suis dit: «Mais Eric, tu as bien géré ton argent». J'avais pas de quoi, ne plus jamais travailler de ma vie, hein, c'est pas ça, mais j'avais un bon pécule et je me suis dit: «Mais si toi, dans cette situation, tu ne profites pas de l'opportunité que tu as avec cet argent pour faire ce que tu ressens profondément, c'est une insulte pour tous les gens qui aimeraient le faire et qui ne le peuvent pas». Donc vraiment, ouais, quand j'ai démissionné, voilà, puis après, ça a été particulier parce que j'ai fait 2 ans, de travail personnel intensif. Je suis allé en Inde dans des ashrams, j'ai participé à plein de stages de développement personnel en Europe, j'ai rencontré des gens fantastiques, j'ai rencontré des charlatans, j'ai rencontré des gens qui étaient dans le cœur, j'ai rencontré des gens qui étaient encore plus dans le pouvoir et le besoin de reconnaissance que moi quand j'étais patron. J'ai rencontré des gens qui avaient le cœur sur la main, d'autres qui étaient finalement, obsédés par l'argent et qui en voulaient toujours plus. Enfin vraiment ça a été un choc pour moi aussi de voir ça, parce que tout bonnement je me disais: «Bah là, quand on est sur le chemin spirituel, on va rencontrer des gens de cœur, des gens, aimants, aidants». Bon, c'est pas le cas de tout le monde, hein, voilà, il y en a plein qui sont aidants et aimants, mais il y a pas que ça. Et donc ça a été aussi des leçons de vie, mais tous m'ont appris, d'abord, ce que je voudrais faire ou ce que je ne voudrais jamais faire avec les gens, donc ça c'est chouette. Et puis, finalement, j'ai pu remercier mon parcours de vie encore plus. Je m'explique, les pièges quand on devient thérapeute, enseignant et cetera, c'est, que l'ego reprenne le dessus, qu'on ait à nouveau des besoins de reconnaissance, qu'on ait besoin d'être aimé, admiré, qu'on a envie de l'argent ou du pouvoir sur les gens. La vie avait été sympa. J'avais eu le succès avec les filles et cetera quand j'étais sportif de haut niveau surtout. Ensuite, j'ai eu beaucoup d'argent et j'ai eu beaucoup de pouvoir sur les gens. Donc quelque part, quand par la suite, mon loup noir, ma part destructive, ma part non consciente est venue me faire la danse du ventre pour me dire: «Mais là, tu pourrais peut-être avoir ci ou ça», je pouvais tranquillement l'envoyer balader en disant, «Je t'ai écouté par le passé, tu m'as pas rendu heureux, donc voilà, tu ne m'intéresses plus». Et ça, c'est une chance, fantastique, ça, de pouvoir dire non à toutes ces tentations parce que je les pas parce que j'étais parfait, hein, mais parce que je les ai écoutées, mais qu'elles m'ont pas amené, le bonheur. Donc ça, c'est cool et c'est une Oui, c'est chance. ça, tu les as expérimentés Oui. dans une autre Oui, partie de oui, ta oui, vie ouais, tout à fait. et mais c'est ça qui est intéressant des thérapeutes incarnés, c'est-à-dire que ce que tu transmets aujourd'hui et on en parlera, à la fin, tu l'as vécu. Tu vois, tu Oui, parlais tout à fait. d'un stage avec les peurs, et en parallèle, ton papa là qui t'impose de te remettre en selle et tu as Qui peur. m'encourage fort, on va dire. Voilà, oui, mais Oui, oui, non, mais j'imagine parce que oui, oui. j'avais un peu le même profil à la maison, mais tu tu sais ce que c'est qu'avoir, profondément peur, profondément Tout la à fait. trouille et tu as expérimenté et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans cet échange et tu en parles, tout en humilité et donc tu as le courage de démissionner, le courage de t'écouter surtout, d'écouter cette petite loupiote Oui, 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 et oui. là tu parles de 2 ans avec, l'Inde et plein d'autres expériences. Ta quête, c'est quoi? C'est le bonheur et est-ce qu'il y a un mot sur cette est-ce que tu sais où tu vas ou pas? Alors, au début, non. Au début, non, je cherche, mais très vite, clairement, ce qui me vient alors c'est une anecdote que j'ai déjà citée dans d'autres interviews et il y a une vidéo aussi sur, ma chaîne YouTube là-dessus, mais je rentre d'un stage, c'est un des tout premiers stages que je fais, je suis, d'abord, juste avant, il y a eu un premier stage où, à la sortie de celui-ci, la marche arrière de ma voiture qui était pourtant neuve est cassée. Donc en gros, on me dit: «Il y a plus de marche arrière possible». Ça, j'ai bien entendu le message. Mais ce qui m'a vraiment touché par la suite, c'est que je rentre chez moi un lundi matin après un stage et sur l'autoroute, il y a une immense ligne droite, c'est le petit matin. Le soleil se lève, face à moi sur la route et je me sens, mais alors, submergé d'une émotion magnifique. Je me mets à pleurer, là, au volant et il y a quelque chose qui me dit: «Je rentre à la maison». C'est vraiment cette voix qui est là et cette émotion, c'est: «Je rentre à la maison». Et donc en fait, mon objectif très vite, ça a été ça, de rentrer à la maison. Ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire, retrouver ma pleine conscience, être un être, aimant, sur terre, et que ce soit mon âme, ma conscience, vous l'appelez comme vous voulez, qui guide pleinement ma vie. Voilà. Donc ça, très vite, l'objectif a été très clair, rentrer à la maison, être, quelqu'un de bien, ouais, sur terre et d'incarner mon âme, ma conscience sur terre, voilà. C'est beau et à aucun moment parce que tu vois, tu parlais de performance et
on l'a pas cité, mais aussi de statut social quand même dans la Oui, oui. réussite professionnelle. Est-ce que là, tu te demandes: «Qu'est-ce que je vais faire?» Parce que le travail est au cœur de la vie de quasiment tout le monde. Est-ce que tu te poses cette question de: «Qu'est-ce que je vais faire?» dans le sens, il faut travailler, il faut être utile, faut contribuer à la société. Est-ce que c'est là en fond ou absolument pas? Alors oui, oui, c'est en fond. Au début, comment on pourrait dire? J'ai le sentiment que je fais ça pour moi, que jamais j'en ferai un métier, voilà, ça c'est clair pour moi et que je me dis, «Bon, de toute façon, au pire, je redeviendrai, dans le monde de l'entreprise». Si jamais, voilà, en essayant peut-être de chercher des entreprises, avec un côté, conscient plus important que où j'étais, même si, l'entreprise où j'étais, c'était pour la pire, hein, mais c'était, voilà, je me disais ça. Donc, c'était peut-être ma façon d'éliminer mes peurs et cetera. Après sur le statut social évidemment, j'ai passé des moments désagréables parce que, forcément le qui j'étais avant et avec, aussi de l'ego, avec, qui était parfois aussi écrasant sûrement avec les autres, forcément, ça s'est déchaîné aussi, face à moi. C'est-à-dire que beaucoup de copains, de connaissances, où j'ai grandi, voilà, j'étais tombé dans une secte, j'étais devenu cinglé, enfin voilà, ça s'est vraiment déchaîné, mais je leur en veux pas, hein, ils ont fait comme ils ont pu et c'était sûrement le retour, de karma, de ma part aussi de mes comportements avant où, avec ma réussite sociale, je devais effectivement être de temps en temps écrasant donc voilà, c'est la vie. Mais là, j'ai morflé et puis effectivement, à cette époque, c'était une excellente question que tu poses, heu, j'ai vraiment réalisé ce qu'on disait aussi tout le temps, c'est quand on te demande: «Qui es-tu?» on répond souvent par une fonction. Je suis Mmh. le PDG de, le truc. Et là, ça a été de faire cette évolution et de dire qui je suis réellement, Eric, et avec l'être que je suis. Et donc de changer, pas qu'un discours, hein, de changer un ressenti et de plus me situer face à des fonctions, mais de me situer par rapport à qui je suis, un être en chemin. Non, mais je trouve ça très intéressant parce que les reconversions, on en parle de plus en plus, je pense depuis la pandémie et puis je pense que le discours est plus décomplexé, moins décomplexé, bref, on Oui, a oui. compris. Mais toi, tu as tout à perdre. Tu en fait, mais tu t'en fous. C'est que tu as tout à perdre, mais tu as surtout, tout à gagner et ce côté, «Je rentre à la maison» et et tout ton entourage ne l'accepte pas ou il y a quand même des exceptions? Si, mes parents, ma sœur, les quelques amis très proches, l'acceptent parce qu'ils ont je les ai toujours surpris, en fait, dans la vie parce que quand je décide de quitter la montagne pour rentrer, à Subdeco Paris, c'est une surprise, pour tout le monde, voilà, et puis après quand, justement je suis nommé en Suisse et que je pars vivre en Suisse, personne s'y attend vraiment mais voilà, c'est Eric, voilà, tout le monde Ouais. avait, peut-être foi en moi et savait que de toute façon il y a une force en moi, significative qui fait que, qu'il y a pas vraiment de peur, quoi. Il y a pas de voilà, oui, il y a pas d'encouragement, mais il y a pas ni de frein, ni de blocage, en tout cas des gens, qui me sont très proches, quoi. Voilà, Ouais, des gens qui t'aiment, en fait. voilà, c'est ça. Mais normalement, aimer les gens, c'est ça, hein, c'est de vouloir qu'ils soient heureux et pas qu'ils soient dans un rôle ou une fonction, Mmh. mais c'est ce que j'essaye de faire et j'espère réussir à faire avec mes filles, qu'elles sachent qu'on est là, on les aime, quoi qu'elles fassent et que ce qu'on veut, en tant que parents, c'est pas qu'elles soient dans la réussite, mais qu'elles soient Mmh. heureuses dans leur vie, quoi, pleinement. Donc et ça Ouais, ça, les c'est aide, quoi. Bah oui, ça aide. Mais donc cette transformation, ce passage, il y a de toute façon, dans ma vie, j'ai la chance, il y a eu quelque chose au niveau d'une foi profonde. Alors je parle pas de foi religieuse, hein, mais que quoi qu'il arrive, il y a un fil et j'ai jamais eu peur là-dessus, je le dis, ou très peu peur de prendre des risques ou de ce qui s'apparente à des risques. Alors en escalade, ça m'a coûté cher, mais autrement, non, j'ai eu foi, voilà. J'ai eu foi et la vie me l'a bien rendu et mmh. il n'y a pas de regret là-dessus, en tout cas. Et est-ce que pendant cette quête de toi, du bonheur, de retourner à la maison, Ouais, est-ce que cette EMI, elle te revient? Est-ce qu'elle prend tout son sens? non, pas vraiment. Encore une fois, comme on l'a dit, on en parle beaucoup actuellement mais pour moi, c'est vraiment un point de détail de mon parcours. Il y a des choses Mmh.
comme le je rentre à la maison, pour moi, c'est encore plus fort que l'EMI, par exemple. C'est Oui, mais je vraiment comprends. quelque On le chose ressent, hein. qui m'a vraiment touché profondément. Je raconte aussi une anecdote où je suis au Chute Victoria, en Zambie en l'occurrence, et je vais Mmh. prendre un avion pour rentrer en Afrique du Sud, et puis après aller me visiter quelques réserves naturelles. Et à l'aéroport, qui était un petit aéroport et un peu le boxon, on va dire, je médite dans mon coin et dans ma méditation, on me dit ouvre les yeux. Et quand j'ouvre les yeux, je vois un couple dont le mari a l'air malade, mais de la tourista, hein, pas d'une grave maladie. Elle s'assoit, lui s'allonge un peu comme on peut le faire sur les sièges d'aéroport, la tête sur ses genoux. Je referme les yeux et puis je sens quelque chose qui me dit il faut aller proposer ton aide. Donc ça, le genre de choses que je déteste, mais alors vraiment, mais bon, je me lève, parce que je suis devenu très obéissant depuis que je fais ce chemin. Et donc je me lève, j'explique en anglais Hammerly Healer, donc j'ai des capacités de magnétisme et de soins. Et est-ce que je peux aider votre mari? Et le mari ouvre les yeux, me regarde et me dit Is it a gift from God? Il me dit est-ce que c'est un don qui vient de Dieu? Mais j'entends très clairement que pour lui, ça veut dire est-ce que ça vient de la religion? Voilà, lui dit Dieu, mais le fond est religieux. Donc je dis ça vient de Dieu, mais pas de la religion. Et il me dit non, non, moi je suis chrétien, je veux que ce qui est chrétien. Donc je dis, ben, monsieur, aucun problème, je ne ferai rien, vous inquiétez pas, je vous souhaite bon courage parce que c'est pas agréable d'être comme ça. Et je commence à m'éloigner. Et sa femme me dit ah merci monsieur, c'est vraiment très gentil, mais ne vous inquiétez pas. Il y a 10 minutes, j'ai prié pour que mon mari reçoive de l'aide. Et là, moi, je me sens traversé et je lui dis, mais à votre avis, qui est-ce qui m'a envoyé? Et là, elle éclate en sanglots. Mais vraiment, elle explose en sanglots, elle est touchée. Moi, ça me traverse, je suis aussi très ému. Et ça, c'est une expérience aussi phénoménale parce que on parlait de foi, aussi de chemin. Vous voyez, tu vois, là, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est encore plus fort que l'EMI. Tu vois, c'est quelque chose où Ouais, je je me suis dit, comprends. mais en fait, les gens prient Dieu, leur Dieu. Moi, je parle plutôt de la vie, de la source, enfin, des choses comme ça. Et leur Dieu s'est dit, qu'est-ce que je peux envoyer comme aide? Et là, tiens, il y a Eric qui est là. Et ben, donc, pour moi, c'était fabuleux. D'abord, ben, il n'y a pas des dieux, il n'y a pas des religions, enfin, il n'y a voilà, qu'un seul être supérieur, enfin, une énergie supérieure, mais qu'en plus, c'était fabuleux. Elle sait que j'existe et que je suis à son service et que je lui obéis et que j'avance. Et ça, pour moi, ça, c'est des choses qui m'ont bouleversé et nourri encore plus que mon EMI, qui est quelque chose de vraiment chouette et je suis très heureux de la partager, mais c'est pas Mais pour plus toi, que c'est un ça, quoi. Voilà. détail. Ouais, 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 mais je ouais. comprends mais souvent, hein, c'est ce que je peux observer quand je reçois des gens. Alors l'EMI est quand même c'est un moment de vie important qui est pas banal, mais en fait, c'est le début de quelque chose et c'est ce qui arrive après qui va beaucoup plus toucher les expérienceurs et à la fois, moi, j'ai ce pont où les gens qui regardent sont fascinés par l'expérience en elle-même Ouais, et des fois c'est frustrant, mais on fait au mieux et moi je suis ravie de cet échange parce qu'il est vraiment extrêmement passionnant et déjà encore merci. Et là tu parles de magnétisme. Donc dans oui. cette quête, qu'est-ce que tu connectes? Parce qu'aujourd'hui on va en parler. Aujourd'hui tu œuvres dans la spiritualité, tu nous expliqueras comment et avec tous les détails qui sont importants, à tes yeux. Mais comment tu découvres ce magnétisme? Est-ce que ça vient avec toute cette recherche? Oui, ça vient. Alors, ce qui est très amusant, c'est que quand je démarre mon chemin spirituel ou redémarre mon chemin spirituel, et que je suis dans l'entreprise, on me conseille une chamane qui est en Suisse italienne, parce que je vivais en Suisse italienne, et je déboule chez elle d'abord avec ma Porsche et mon costard cravate. Elle est pas dans un tipi, mais une cabane qui est pas extraordinaire. Enfin, c'est dans un petit immeuble, mais vraiment, c'est, ouais, c'est folklorique. Et c'est un choc de culture, mais c'est magnifique parce que c'est une très belle personne. Et tout de suite, elle me dit: «Vous avez le don de guérison». Et moi, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'elle me raconte?» Enfin, vraiment, je me dis: «Là, elle dit ça peut-être pour me faire plaisir et cetera», et elle me donne un élément derrière, elle me dit: «Mais» alors parce que je lui dis: «Bah, pas du tout», voilà. Elle me dit: «Vous avez déjà eu des accidents?» Je dis: «Oui». Elle me dit: «Et comment vous vous êtes remis de ces accidents?» Et je lui dis: «Bah, plutôt très vite». Elle me dit: «Ben, voilà, vous vous êtes auto-guéri».
Pour l'anecdote, aujourd'hui, la personne avec laquelle je suis le moins efficace, pour faire des soins, c'est moi, hein, mais bon, voilà, à l'époque, ça devait comme c'était inconscient, ça fonctionnait. Donc, j'y ai pas fait plus attention que ça, mais elle avait dit quelque chose d'intéressant. Et puis ensuite, plus je me suis, libéré de mes schémas non aimants, que j'ai guéri, mes blessures, de cette vie-ci et des blessures, de mon karma, et ben, j'ai eu accès à plein de alors je dirais mes vérités, j'insiste là-dessus, c'est pas la vérité, hein, mais c'est ma façon de percevoir les choses. Et plus j'enlevais des couches, plus j'ai eu accès à une capacité à faire circuler de l'énergie dans le corps des gens. J'insiste, pas mon énergie, mais de l'énergie. Et puis c'est l'énergie à la fois de la terre et l'énergie du ciel, qui ne passe pas par moi. C'est pas la peine de faire passer l'énergie par un tuyau qui n'est pas impeccable, parce que j'ai beau faire des efforts, je ne suis toujours pas impeccable, mais que ça passe directement dans le corps des gens, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et que cette énergie circulant dans leur corps nettoie ce qui est juste pour eux d'être nettoyé aujourd'hui. Et alors ça a été, par exemple, faire descendre l'énergie du ciel, qui est une énergie plutôt masculine, ça a été très facile pour moi. Faire remonter l'énergie de la Terre, qui est de la partie magnétisme, donc plutôt féminine, a été compliqué et ça m'a demandé à travailler mon propre féminin pour accéder à ces énergies-là. Et donc maintenant, mon travail, c'est d'être l'homme de ménage. Je blague avec ça parce que l'anecdote, c'est un enfant que j'avais en séance individuelle il y a 15 ans peut-être, même un peu plus, il rigolait pendant la séance et je lui avais demandé qu'est-ce qui te fait rire comme ça. Il me dit, ben, je vois un gros aspirateur et plein de machins noirs qui s'en vont de moi. Donc mon métier aujourd'hui, c'est de passer l'aspirateur et que des machins noirs s'en aillent chez les gens et les libèrent. Donc c'est vraiment ça. Et souvent on me dit, mais parce que donc j'ai écrit 4 livres, ce que tu écris dans les livres, ce que tu dis dans les stages, comment tu sais que c'est vrai d'abord? Je dis, ben, je suis le plus sincère possible, voilà. Si je me trompe, j'en suis désolé, mais je suis sincère dans ce que je raconte. Et ce que je raconte, je l'applique à moi-même. Et puis ensuite, c'est vrai que plus j'ai grandi, je me suis nettoyé, plus j'ai eu accès aussi à des connaissances. Je ne peux pas le dire, j'entends pas, hein, je canalise pas quelque chose, mais à un moment donné, je sais. Et c'est ce je sais que je partage avec les gens. Donc c'est fabuleux. Là, par exemple, sur le stage sur les peurs qu'on va travailler cette semaine, il y a 5 6 jours, je savais même pas tellement ce qu'on allait faire. Je suis allé regarder un peu des choses à droite à gauche quand même pour essayer de nourrir un peu le début. Et puis il y a un moment, je sais ce qu'on va faire, je sais ce que je vais expliquer aux gens, que je complète hein, par des connaissances que je lis, etc. Mais ça vient compléter et pas créer. Et ça me fascine tout le temps parce que il faut avoir foi, parce qu'il y a des fois, vraiment, je me suis retrouvé, je pense une fois où je crois que le jour même ou la veille, je savais toujours pas ce qu'on allait faire dans le stage. Donc c'est un peu, mais il faut avoir foi, lâcher prise, et puis c'est là, et puis ça se passe. Puis c'est une co-création, les gens aussi avec ce qu'ils amènent, etc. Mais c'est ce côté-là qui est fascinant. Donc le magnétisme, c'est ça, mais c'est un magnétisme donc de la Terre et céleste. Mais j'insiste, l'énergie passe directement chez les gens. Et tu parlais tout à l'heure aussi de mon vécu. Ce que je pense qui aide les gens à évoluer, c'est que si j'avais été un être parfait, je pense qu'à mon contact, ma perfection ne ferait pas écho à leurs propres blessures, en fait, voilà. Et donc, comme j'ai été loin d'être parfait et que j'ai avancé, que je suis toujours pas d'ailleurs imparfait, il y a dans l'énergie, les gens captent en moi des blessures qui ressemblent aux leurs, mais comme chez moi une bonne partie a été guérie, il y a non seulement la porte qui s'ouvre sur leurs blessures, mais la porte s'ouvre aussi sur la guérison possible. Voilà. Et c'est pour ça, je pense que globalement, le travail se fait, l'aide se fait et la guérison se fait, mais j'insiste, c'est eux qui se guérissent. Moi, je suis juste un instrument, je me dis un catalyseur aussi, donc je favorise leur guérison, mais c'est à eux de prendre leur guérison en main, comme je l'ai fait pour moi. Et si les gens cherchent quelqu'un qui fait pour eux, ça marchera pas. D'ailleurs, ces gens-là viennent, je les revois une fois ou deux, mais après, je les revois pas. C'est donner la Mmh. responsabilité aux gens de leur propre guérison pour aller vers de l'indépendance et pas de la dépendance, en fait. Oui et ça, en plus, tu as pu, l'expérimenter avec toutes tes Oui, rencontres, oui, quand toi, tu étais, dans ta quête tout de à de fait, tout bien-être, à de fait. mieux-être, où tu l'as justement, dit, tu as rencontré de tout et c'est important d'en parler parce que, on fait la guerre aux charlatans, et parfois ça peut desservir la profession, mais c'est une réalité, il y en a Oui, oui, tout à et fait.
et c'était très intéressant la façon dont tu en as parlé et j'aime beaucoup cette idée de l'homme de ménage, de PDG à homme de ménage. C'est pas mal et pour moi, ton parcours, il est plein d'humilité et c'est ça que je trouve très touchant chez toi. C'est que tu es revenu à toi, à qui tu étais et bravo et Oui, c'est comme tu le dis, ce que ça montre, c'est que c'est à la portée de tout le monde et que c'est possible. oui, tout à fait. Je vais te donner un conseil d'ami à toi comme à tous ceux qui nous regardent. Si vous allez voir des enseignants qui ne sont pas humbles, je pense que vous devriez vite vous éloigner. Ça, Mmh. c'est vraiment un conseil. Les êtres évolués que j'ai rencontrés, d'ailleurs, y compris dans l'entreprise et aussi en dehors, les grands êtres que j'ai rencontrés sont humbles. Sinon, on n'est pas un grand être. Ça veut dire que notre ego nous pousse encore à quelque chose. Donc voilà, ça c'est important. Et une autre chose qui, moi, me plaît à partager, c'est que euh, d'abord, l'enseignant ne doit pas se sentir différent de celui qui est en face de lui, parce que cette différence va créer un sentiment de supériorité, et je crois que c'est Mourad Givaudan qui disait ça dans un de ses livres. Après, ça crée un fossé entre les deux, et tout le monde va se casser la gueule dedans. Mais surtout, je viens de la montagne, donc quand vous êtes sur un chemin de montagne, celui qui est deux, trois virages au-dessus de vous n'est pas supérieur à vous. Il est sur le même chemin que vous. Il a pris simplement peut-être son départ un peu plus tôt, ou il a décidé de marcher un peu plus vite au départ. Et donc, il est bien au-dessus de vous physiquement, puisqu'il a pris quelques virages d'avance, mais il n'est pas supérieur à vous. Et donc, de la même façon, je ne m'estime pas supérieur aux gens que j'accompagne. J'ai peut-être pris simplement un petit peu d'avance sur le chemin, mais ça n'en fait pas que de moi quelqu'un de supérieur. Et ça, je Merci pense vraiment, hein, je pense beaucoup. Mais vraiment. c'est non, mais bien sûr, mais on le ressent et merci beaucoup pour ces moi j'aime beaucoup les métaphores parce qu'on comprend et Ouais. là, c'est extrêmement clair et donc tu proposes des stages de développement personnel donc si Oui. ça vous intéresse, n'ayez pas peur. Eric peut avoir l'idée la veille du sujet abordé. Alors non, le Je sujet, il vient avant, pardon, excuse-moi. C'est comment on va faire le travail ah oui. concrètement qui peut venir avec. Oui, pardon. Non, non, les sujets, je les ai en général, déjà pour l'année, là, c'est fait. Pour l'année prochaine, ça commence à venir, mais voilà. Et ça peut tourner autour du nettoyage l'année prochaine. L'homme de ménage, je Ah, pense que ça commence à bien être pas là. Oui, mal. tout à fait. Donc voilà, non, le concret du Ouais, le stage qui peut venir comment, avec. voilà. Voilà, voilà, Non, mais exactement. ça Mais après, ça c'est toi dans ta pratique et puis ça tout à t'appartient, fait. mais je trouve ça bien d'en parler et puis j'imagine, hein, pour avoir, fait des choses en groupe aussi, tu te laisses porter par l'énergie du groupe Tout à et fait. hem Oui, et c'est oui, comme en oui. conférence, c'est on y va et on voit comment Ouais. ça se passe et donc tu accueilles les gens quand même dans un endroit absolument, magnifique et je trouve, moi j'ai trouvé ça bien, après c'est mon avis personnel, mais Ça me plaît que tu ça te as un plaise. lieu où tu ouais, non, mais moi j'ai envie de venir voir, hein. Bah, en plus on n'est pas très loin, Eh ben, mais welcome. donc tu as un espace pour les formations, pour les stages et en plus tu as, des lieux où en fait tu peux loger les gens et moi je Oui, te l'ai dit, moi j'apprécie quand les gens vont au bout de la démarche et ça peut paraître un détail, mais moi je trouve ça méga important. C'est-à-dire que quand on vient chez toi, beh, déjà on sait pourquoi on vient et on sait que tout le reste est géré dans un sens oui, et on n'a pas à penser à où est-ce qu'on va aller et donc tu es dans le Périgord noir oui. dans un lieu qui est absolument magnifique et là aussi, c'était un challenge pour toi parce que tu as tout repris, tu as pas tout fait de A à Z, mais tu as une grande restauration quand Ah oui, même. oui, 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 oui. Ouais, d'abord, ça a été de trouver le lieu, c'était pas facile, et parce que c'était un vieux rêve de créer, ce que les gens appellent un centre, en tout cas un lieu qui va être dédié à ces pratiques, spirituelles. Ma compagne et moi, on est tombés vraiment amoureux du Périgord noir, qui est une région exceptionnelle. On est savoyards à la base, hein, mais vraiment le Périgord noir nous a parlé. Il y a une histoire, il y a quelque chose d'incroyable. On est à 10 minutes à peu près, d'un endroit qui s'appelle les Eysis, qui est un berceau de l'humanité, en tout cas en Europe. L'homme de Cro-Magnon vient de là, le terme préhistoire vient de là. Enfin, ça a été occupé depuis des milliers d'années. Et sur le domaine, on a une grotte et on nous dit qu'elle a été occupée à la préhistoire. J'espère que c'est vrai. En tout cas, une petite grotte, hein, c'est pas Lascaux. Donc, c'est un Lascaux qui est à 40 minutes d'ici. Donc, c'est vraiment un lieu, moi, qui m'a toujours ému et touché globalement. Et donc, on a cherché ici et on a trouvé ce domaine qui s'appelle le domaine de la source aujourd'hui. Il y a peut-être un jeu de mots intéressant. D'abord parce qu'il y avait une source d'eau réellement, donc
quand les gens pas très sympas nous demandent pourquoi vous appelez ça le domaine de la source, on dit bah, tout simplement parce qu'il y a une source. Et puis aussi, évidemment, bah, je pense que j'espère que ça en fait une source de vie et une source de guérison pour les gens. Et c'est vrai que tu nous parles du domaine, donc après il y a eu une tour de garde au XIIe siècle, donc c'est vraiment très ancien. Et je rêvais vraiment de pouvoir créer ça, tout en ayant un modèle économique qui ne réserve pas les stages à ceux qui avaient beaucoup d'argent. Donc, on a organisé ça. Il y a ma sœur aussi qui est dans le bateau, parce que c'est de l'intendance. On a 5 gîtes en plus de la grande salle de stage et de la partie cuisine. Et ces 5 gîtes, on les loue surtout en été. Donc, je donne pas de stage juillet-août. C'est un endroit où il y a à peu près 5 millions de visiteurs par an. Donc les gens viennent en vacances et ces gens-là nous permettent, pas de vivre toute l'année, mais déjà d'absorber une bonne partie des coûts fixes. Et ensuite, ça me permet d'avoir des stages effectivement pas très onéreux parce que je ne veux pas que ce soit l'argent qui fasse que les gens puissent avancer ou pas. Et donc quand les gens viennent, effectivement, il y a une sorte de tout compris où il y a le stage et il y a pendant 4 jours, maintenant c'est des stages de 4 jours que ça permet aux gens d'amortir le déplacement. On est par exemple à 4h20 de Paris en TGV, donc ça va assez bien. Et les gens bah, sont logés sur place. On va faire les courses. Enfin, non, c'est pas vrai. Ma soeur et ma compagne vont faire les courses. Il faut remettre le trophée à qui le fait réellement. Et puis les gens participent pour pas, c'est-à-dire qu'on s'inscrit et donc ça permet d'être resté abordable. Donc les gens participent pour pas en mangeant tous ensemble. Et puis après ils vont loger dans les gîtes. Donc c'est ouais, c'est chouette, ça permet vraiment d'avoir un moment d'immersion. Il y a plein de gens qui disent: «Bah, je me sens vraiment aussi en vacances quand je viens là, ça me fait du bien». Au printemps, à l'automne, il y a la piscine, donc c'est pas Oh désagréable. Enfin, génial! ça fait un endroit, oui, qui est sympa et on y a mis beaucoup de cœur et il y a effectivement une énergie particulière et la salle de stage, je ne la loue pas parce que des fois la cuisine et la salle à manger, on loue à des gens qui veulent louer le domaine pour des cuisinades ou des cousinades ou des choses comme ça. Mais ma salle de stage, ça, ou notre salle de stage d'ailleurs, je devrais dire, puisque j'en suis le dépositaire, mais elle m'appartient pas réellement, elle m'appartient juridiquement, mais pas autrement. Et celle-là, on la préserve pour que l'énergie reste impeccable, quoi, voilà. Et Mmh, ça, c'est fabuleux, d'accord. ouais. Ouais, c'est Ouais, fabuleux. c'est vraiment bien d'avoir pu mettre ça en place et ce côté, collectif, c'est intéressant parce que, bon, il y a l'aspect, certains se sentent en vacances, mais il y a vraiment un réel partage et en plus, toi, tu as gardé ça de quand tu as quitté l'entreprise, c'est il faut pas que l'argent soit un problème et c'est Oui, rendre accessible à tous oui, et c'est important de le souligner oui, et oui. bravo. Oui, oui, vraiment, vraiment. Et oui, c'est pas qu'un. Mais j'ai parlé de cette psychologue que j'étais allé voir à 20 ans, et elle faisait quelque chose qui m'a marqué, et j'en bénéficie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on payait à l'époque les séances en fonction de ses revenus. Donc moi Mmh. j'étais étudiant, donc c'était très très bas, et puis il y avait une grille sans vérification. Donc c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Je m'étais dit, ben n'oublie jamais ça, parce que elle t'a donné accès à quelque chose que t'aurais pas pu, auquel tu n'aurais pas pu avoir accès si elle faisait pas comme ça. Et donc j'ai vraiment gardé ça en tête, donc d'essayer de faire les stages pas très chers, et puis ensuite, bah, s'il y a des gens riches qui viennent, et ça arrive, ou riches ou avec un peu plus d'aisance, mais il arrive qu'ils fassent des dons, voilà, supplémentaires pour aider. Et puis il y a des fois des gens qui me disent: «Ben, je suis au RSA». Donc je leur dis: «Bah, la part nourriture et logement, ça, c'est une dépense qu'on a, donc je te demande de participer à cette partie-là. Pour la partie stage, tu donnes ce que tu veux, ce que tu peux, y compris rien». Donc ce qui fait que et ça, voilà, vraiment, je veux garder ça, quoi. Je veux garder ça. La vie m'a donné accès à des ressources pendant une période de ma vie, j'ai bien géré ça. Aujourd'hui, le but, c'est de faire tourner le domaine à l'équilibre. On n'y est pas encore au bout de 2 ans de fonctionnement, mais on n'en est pas loin. J'espère que cette année, ça sera la bonne. Et c'est ça le but, c'est pas de s'enrichir, mais c'est de faire fonctionner quelque chose de bien et de partage. Et puis la dernière chose, on en a fait parler avant, c'est que quand les gens partent, je les vois faire dans la préparation des repas, donc ils s'inscrivent, on essaye de faire que ce soit équitable, préparation, débarrassage. Ça me permet aussi d'observer un peu le fonctionnement des gens et de voir comment les gens se comportent. Il y a des gens qui ont besoin d'être aimés aussi et qui vont avoir tendance à faire plein et vouloir faire plein. Donc ça nous permet un peu de les freiner et de leur dire non, occupe-toi de toi. Puis il y a des gens qui tirent un peu au flanc, qui ont tendance à un peu abuser. Donc cela, ben, ça les oblige aussi à se bouger. Cette observation dans la vie de tous les jours, entre guillemets, me permet d'aider encore mieux les gens par la suite.
Oh mais c'est top. Eh beh, Mmh mh. vraiment Eric, un grand merci. J'ai passé un moment, très agréable, très doux. Tant mieux. Je mets évidemment tous les liens d'Eric si vous voulez le retrouver, sous la vidéo. On a parlé de ton site, allez voir au moins ce domaine, que tu as, Bah oui, reconstruit, qui que vous avez, tu n'es pas tout tout seul, à fait, tout à reconstruit, fait, tout à fait. ne serait-ce que pour la prouesse. Donc il y a aussi toutes les informations nécessaires. Je mets ta chaîne YouTube et tous les C'est autres très liens gentil. Merci à importants. toi, Marie-Louise. Et merci pour ce beau moment de partage, tout en humilité. Et beh, bonne fin de journée, bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez évidemment cette émission. Merci à toi, vraiment. Bienvenue à toi quand tu voudras venir visiter, c'est avec grand plaisir. Et puis Mmh. même d'autres personnes, enfin, je leur dis s'il y a des gens qui sont tentés, bah, essayez un coup un stage, ça vous plaît, c'est fantastique, ça vous plaît pas, on restera bons amis, il y a aucun problème. Et puis c'est comme ça, c'est la vie, hein. Merci beaucoup Marie-Louise en tout cas. Merci à toi. À très bientôt Eric. Au plaisir, vraiment.